Bienvenue dans ce nouveau numéro de Médiascope, l'émission politique hebdomadaire. Vous en avez peut-être pris un petit peu l'habitude désormais, que vous propose des trois rédactions de la Montagne, de Clermont-Première et de France Bleu Pays d'Auvergne. Vous retrouvez ce rendez-vous tous les vendredis dans les colonnes de votre journal préféré, sur l'écran de télévision que vous préférez aussi, Clermont-Première, et sur les antennes de France Bleu Pays d'Auvergne. L'objectif, c'est toujours de mieux comprendre la politique et puis les enjeux, bien sûr, des prochains scrutins électoraux. Invités de Médiascope cette semaine, ils sont deux. Bruno Gollnisch, délégué général du Front National, bonjour. Bonjour. Éric Foreau, secrétaire départemental Puy-de-Dôme de ce même Front National, bonjour. Bonjour. Et pour vous interroger aujourd'hui, Cédric Gourin, journaliste spécialiste des questions politiques à la montagne. Bonjour Cédric. Bonjour. François Constantin, journaliste de la rédaction de Clermont-Première. Bonjour François. Bonsoir Lionel. Et Enrique Vieira Campos, rédacteur en chef de France Bleu Pays d'Auvergne. Bonjour Enrique. Bonjour Lionel. L'émission s'articulera autour de 4 parties. On parlera longuement pour commencer du programme du Front National pour l'élection présidentielle. Une deuxième partie sera dédiée au fonctionnement interne du parti. Quels sont les rôles des uns et des autres? On parlera ensuite des différences qu'il y a entre le Front National, que vous représentez messieurs, et les autres partis politiques de droite. Dans une dernière partie, on parlera aussi de l'implantation en Auvergne du Front National. Quelles ambitions pour les prochaines échéances électorales? Et puis enfin, messieurs, bien sûr, comme d'habitude, on entendra quelques Auvergnats et Auvergnates qui ont tenu, eux et elles aussi, à vous poser des questions. Le décor est donc planté. On commence avec le programme du Front National pour la prochaine élection présidentielle. Et la première question de cette émission vous est posée par cette jeune Auvergnate, une jeune Clermontoise rencontrée dans les rues de la capitale régionale. Bonjour Monsieur Gollnisch, voilà, je m'appelle Sana, je suis de Clermont et je vous entends souvent parler de préférence nationale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Première question sur la préférence nationale et immigration d'ailleurs aussi, qui sont toujours au cœur de votre programme. En quelques mots, préférence nationale, dans votre esprit, ça veut dire quoi? Préférence nationale, ça veut dire que les Français sont prioritaires chez eux, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau, mais les Français sont prioritaires par rapport aux étrangers dans un certain nombre d'avantages, notamment les attributions d'emploi d'abord, de logement ensuite, dans la santé, dans l'éducation. Les Français d'abord, ça ne veut pas dire les Français seulement, mais ça veut dire les Français d'abord. Les Français d'abord, c'est un slogan d'élection présidentielle précédente. Oui, bien sûr, oui. Ça a été même le titre d'un des premiers livres de Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Il est naturel, selon nous, d'autres pensent différemment, que les Français soient prioritaires chez eux. Nous sommes, c'est vrai, les seuls à le dire, comme les Guatémaltèques sont prioritaires au Guatemala, comme les Tunisiens sont prioritaires en Tunisie, ce qui nous paraît tout à fait normal. Ce qui nous paraît anormal, c'est que les Français n'aient pas cette espèce de préférence chez eux. Ce qui explique que ce soit au cœur du programme pour l'élection présidentielle. C'est un élément très important, mais c'est pas le seul, absolument, bien sûr. Le programme du Front National, justement, pour l'élection de 2007 suite. François Constantin, pour Clermont-Première, pour engager. Je voulais vous poser une question sur l'économie, mais pour rester sur la préférence nationale, l'emploi, il est créé par l'État à travers la fonction publique, mais aussi évidemment par les entreprises dans le secteur privé. Est-ce que si Jean-Marie Le Pen était élu, on pourrait inscrire dans la loi la préférence nationale pour l'emploi dans le secteur privé ? Oui, dans la loi et même dans la Constitution. Mais je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'il serait très intéressant de connaître la position d'un certain nombre de syndicats de gauche de la fonction publique. Parce que les fonctionnaires, en grand nombre, bénéficient encore de la préférence nationale. C'est-à-dire que dans beaucoup d'emplois de la fonction publique, on embauche en priorité des Français, quelquefois même exclusivement des Français. Quand il s'agit de militaires, sauf la Légion étrangère, quand il s'agit de magistrats, par exemple, et dans beaucoup d'autres domaines. Et je crois que c'est normal, d'ailleurs. Et je pense effectivement que la préférence nationale devrait être inscrite dans notre Constitution. Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est qu'elle ne soit pas en vigueur aujourd'hui, et qu'elle soit même illégale. Pardon, Monsieur Gollnisch, oui. Qu'est-ce que ça changerait? Parce que dans les faits, il y a déjà des mesures de préférence, des attitudes de préférence qui existent. Je crois qu'il existe des attitudes de préférence étrangère. Donc qu'est-ce que ça changerait de l'inscrire dans la loi? Non, il n'y a pas d'attitude de préférence étrangère. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Je vais vous donner un exemple très concret.
et dont a été victime un homme politique qui n'est pas du Front National, et qui était membre du CDS. Et c'est pas... on peut vous pas lui faire... Pardon, on va attendez, mais je voudrais... on va juste préciser. Vous dites vous préférence, d'autres disent discrimination, c'est la même chose. Je vais répondre à toutes vos questions, mais si vous le voulez bien, dans l'ordre. Allez-y. Je vais vous donner un exemple très concret dans l'attribution des logements. Le président du Conseil général de la Drôme, qui était centriste, M. Mouton, a un jour dit, écoutez, ça va bien comme ça, dans l'attribution de ces logements sociaux, nous en avons beaucoup donné à des personnes originaires d'Afrique du Nord. Là, je voudrais quand même, pour équilibrer, donner la préférence à un Français par rapport à un dossier présenté par un Marocain. Le président du Conseil général de la Drôme s'est trouvé devant le tribunal correctionnel et a été condamné pour avoir donné la préférence à un Français. Parce qu'il est bien évident que si on n'intègre pas le critère national, qu'est-ce qui se passe? On va considérer exclusivement le nombre d'enfants ou la situation matérielle. Et l'étranger, et les ressources. Et l'étranger qui arrive en France, qui n'a aucune ressource, sera toujours prioritaire par rapport au Français qui, lui, vit dans des conditions insalubres, dans des conditions extrêmement modestes, qui depuis des années candidate pour obtenir un logement social. Celui-là passera toujours après, et c'est ce qui se passe dans la pratique. Eh bien, nous estimons, nous sommes sensibles à la situation d'un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont, c'est vrai, dans la pauvreté, mais nous estimons que les Français ont un droit naturel à la préférence qu'ils tiennent du travail de leurs ancêtres, de ceux qui les ont précédés, de ce que ce pays est le leur, et ils doivent être préférés aux autres. Ce qui veut dire que vous trouveriez normal que les Français qui vont à Londres, qui vont à Berlin ou qui voyagent dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne, fassent l'objet du même type de sélection. Ah, je trouve tout à fait normal, personnellement, que, par exemple, dans le code tunisien du travail, on préfère les Tunisiens aux autres, et notamment on préfère les Tunisiens aux Français. Je trouve tout à fait normal cela. C'est la condition de réciprocité. Alors, en ce qui concerne les Européens, c'est un peu particulier, parce que là, nous avons des traités qui sont fondés sur la réciprocité, et qui disent il y a le même traitement aujourd'hui, les Italiens en France, les Français en Italie, ils peuvent aller dans le pays voisin, et on ne doit pas faire entre eux de différence. Comme ce traitement est fondé sur la base de réciprocité, nous respectons ces traités. Encore que, dans certains domaines, par exemple pour la profession d'avocat, pour les professions de notaire et pour beaucoup d'autres, de médecins et beaucoup d'autres encore, il y a malgré tout une préférence nationale qui s'applique de façon légitime. Mais nous réservons par conséquent la situation des Européens. Mais moi, je trouve tout à fait normal que le gouvernement des États-Unis, par exemple, réserve en priorité l'emploi aux citoyens américains. Ce qui nous indigne, c'est que les Français ne soient jamais prioritaires en France. C'est bien compris. On a fait pour la préférence nationale un mot. J'aimerais qu'on parle désormais économie un petit peu. Alors, pour le programme de la présidentielle. Pour analyser le programme économique du Front National, j'ai fait la même chose d'ailleurs qu'avec les 4 autres partis qui sont aujourd'hui en tête des sondages. C'est-à-dire que j'ai appelé les sièges en demandant est-ce que vous pouvez me fournir le programme. Le Parti Socialiste a un programme, c'est le pacte présidentiel de Ségolène Royal. Les 3 autres partis que j'ai appelés, l'UMP, l'UDF et le Front National, n'ont pas de document de synthèse. Il faut se reporter aux discours thématiques qui sont des pavés assez denses. Donc sur l'économie, j'ai regardé le discours de Jean-Marie Le Pen au Bourget, j'ai lu Valmy également, et il y a assez peu de choses là-dedans. En revanche, il y a sur le site du Front National un argumentaire qui est destiné aux militants et qui s'appelle « Pour une grande politique économique », je le cite de mémoire, et le projet économique du Front National, c'est le libéralisme national, populaire et social. Qu'est-ce que c'est sur le plan de la doctrine ? Libéralisme national, populaire et social. Il y a un programme du Front National qui est un bouquin assez épais et indigeste dans lequel il y a des dizaines de pages qui concernent l'économie dans tous ses aspects. Mais je ne voudrais pas qu'on se trompe d'élection. C'est l'élection présidentielle. C'est l'élection
par conséquent, d'un personnage qui est le chef de l'État. Mais et qui n'a pas... l'économie est au cœur du projet. L'économie est très importante, mais on a tort de ne pas voir quelles sont les véritables fonctions du président de la République, qui ne sont pas au premier chef, je m'excuse de vous le dire, des responsabilités économiques. Il est le garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale, de la sécurité, des traités internationaux. Voilà quelles sont, d'après la Constitution, les fonctions du chef de l'État. Bien sûr, il doit nommer un Premier ministre et un gouvernement qui, eux, agissent dans le domaine économique et financier. Et qui mènerait une politique économique qui serait le libéralisme national, populaire et social. Quels sont les fondamentaux de cette politique? Alors, le communisme, c'est très clair. Le libéralisme, c'est clair aussi. Ce que vous proposez, je ne sais pas ce que c'est, donc je vous pose la question. Je vais vous le dire. Nous estimons qu'il faut faire en économie à peu près le contraire de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Autrement dit, il faut rendre la liberté aux acteurs économiques à l'intérieur, et il faut protéger raisonnablement notre économie à l'extérieur, sur le pourtour. On fait exactement depuis des décennies donc l'inverse. Un capitalisme qu'on appellerait colbertiste, c'est-à-dire où on ferme les frontières en fait au maximum. Colbertiste et populaire, où on ne ferme pas les frontières au maximum, mais où l'on introduit des correctifs qui sont puisés quand même dans l'expérience séculaire des peuples, à un certain nombre de situations tout à fait anormales. Par exemple, nous sommes partisans de la concurrence sur le plan interne et même sur le plan international, à condition que cette concurrence soit loyale. Quand il y a des pratiques de dumping social, quand on abaisse constamment nos frontières, nos droits de douane, et qu'on laisse entrer des produits qui sont fabriqués dans des conditions d'esclavage véritable par des centaines de millions de personnes, par exemple en Chine ou en Inde. Donc ça voudrait dire augmenter les droits. Augmenter les droits de douane. La question est très intéressante parce que effectivement la concurrence, j'allais y venir. Mais la compensation s'opérerait en l'occurrence par des droits de douane qui ne suppriment pas les échanges internationaux. Ceux qui disent le Front National... Qui ne suppriment pas les écarts non plus, parce que quand on a des écarts de salaire de 1 à 20, augmenter les droits de douane dans ces proportions-là, ça équivaut à supprimer les échanges, tout simplement. Non. Il s'agit de retrouver... Sur le textile, par exemple. Il s'agit de retrouver un niveau d'échange, mais s'il faut qu'il y ait des quotas, il doit y avoir des quotas. Il s'agit de retrouver un niveau de prix qui ne pénalise pas. Vous parlez à l'instant du textile, je vais vous donner un exemple très concret. À Tarare, c'est pas très loin de la région où nous sommes, mais c'est situé dans la mienne, capitale autrefois du voilage, des rideaux, des tissus imprimés. J'ai visité une entreprise fondée il y a 2 ou 3 générations par des immigrés italiens courageux, l'entreprise Pépino, qui aujourd'hui fait la constatation suivante. L'ouvrier payé au SMIC coûte à l'entreprise à peu près 2 000 euros postés. Bon, le concurrent, le concurrent pakistanais, tout ce qui est main d'œuvre. Vous le savez, mais le concurrent. Attendez, je termine ma phrase. Qui vient du Pakistan ou du Bangladesh paie, lui, ses employés 40 fois moins. Bon, vous le savez, beaucoup de gens le savent, mais nos politiques n'en tirent aucune conséquence. Et en particulier, puisque j'arrive de Strasbourg, en particulier la Commission européenne, qui a bradé en particulier le textile français, par exemple, le textile européen, à cette concurrence. Nous voulons qu'on rétablisse les droits de douane. Nous sommes pour la libre circulation, par exemple. Quand il s'agit... Ça, c'est très clair sur les droits de douane, mais un des instruments de la politique économique, c'est par exemple la monnaie. Ce que vous proposez, c'est de récupérer l'autonomie monétaire. Est-ce que ça veut dire sortir de l'euro, revenir au franc et avoir une Banque de France qui fait ce qu'elle faisait par le passé, c'est-à-dire réévaluation, dévaluation en fonction de la compétitivité qu'on veut obtenir sur les échanges? La situation actuelle est tout à fait anormale. La Banque Centrale Européenne, qui conditionne notre politique monétaire, notre politique financière, donc notre politique économique et sociale, est composée de gens que les Français ne connaissent même pas d'ailleurs, sur lesquels ils ne mettent pas de nom ni de visage, qui n'ont pas le pouvoir de choisir, qui n'ont pas le pouvoir de révoquer, et sur lesquels, d'après les traités actuels, et notamment d'après le traité de Maastricht, les gouvernements des États membres ne peuvent même pas exercer une influence. Nous voulons renégocier ces traités.
nous estimons que la politique actuelle est absurde. Mais on conserve l'euro quand même. Attendez. Que nous avons l'euro, mais que nous n'en faisons rien, alors que nous devrions en faire une monnaie de change internationale, comme ont fait les Américains qui fabriquent du dollar, et un dollar qui trouve toujours à se placer dans les réserves. Nous voulons renégocier. Si la renégociation est impossible, nous envisagerons à ce moment-là le retour à une monnaie nationale. Voilà notre position, je crois qu'elle est claire. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, c'est renégocier les traités pour avoir pris sur l'euro, pour pouvoir effectivement émettre des euros si c'est nécessaire. Nous voulons geler le déficit. Une politique monétaire au service de la politique économique, c'est ce que proposent d'ailleurs les socialistes en proposant d'inscrire la croissance comme objectif de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, elle ne se préoccupe, et vous avez raison en disant qu'elle ne se préoccupe que de l'inflation. Oui, mais est-ce que cette idée d'avoir une gouvernance économique, des objectifs de croissance économique à travers la politique monétaire vous convient? Oui, mais ils sont gentils, ils découvrent ça aujourd'hui. Il fallait qu'ils écoutent les avertissements de Chevènement. Dans leur propre camp, au moins, à défaut d'écouter les nôtres. Ils découvrent ça aujourd'hui. Et puis alors, ils sont touchants. Ils veulent mettre la croissance, l'objectif de croissance dans les statuts. Enfin, écoutez, même un enfant de 15 ans sait très bien que la croissance, ça ne se décrète pas. Bien, sur l'économie, on a dit beaucoup. Le retourne. On n'a pas parlé du financement de la sécurité sociale, justement. Alors, merci, mon cher Lionel, d'y venir. Dans le même document, ou peut-être dans le discours du Bourget, je ne sais plus, il y a une proposition qui est de financer la protection sociale en changeant d'assiette. Aujourd'hui, c'est en gros la taxation du travail. Les cotisations sociales sont adossées au salaire. Quelle est la proposition? Qu'est-ce qu'on pourrait taxer d'autre que le travail pour financer la sécurité sociale? Je crois qu'il y a une part qui doit être fiscalisée. Peut-être, on ne peut pas augmenter indéfiniment la TVA, mais peut-être se retrouver dans la TVA, de telle façon que les produits dont nous parlions tout à l'heure, qui sont fabriqués par des gens qui n'ont aucune protection sociale à l'étranger et qui viennent ensuite ruiner nos entreprises, que ces produits acquittent précisément une part de la sécurité sociale. Je vous ai répondu aussi implicitement tout à l'heure en vous parlant des droits de douane. Ces droits de douane doivent servir en particulier à financer la sécurité sociale. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de dépenses de sécurité sociale pour lesquelles nous voulons aussi établir la préférence nationale. Nous ne voulons pas priver les étrangers qui travaillent et qui cotisent de toute protection sociale. Ça, c'est absolument exclu. Nous sommes des gens parfaitement honnêtes et parfaitement réguliers, mais nous trouvons tout à fait anormal que des gens en situation irrégulière, par exemple, aient une couverture totale sur le plan médical qui est refusée aux Français les plus modestes. Nous voulons, dans ce domaine aussi, instaurer la préférence nationale. Étant entendu que si on a des étrangers en situation irrégulière qui sont malades et qui ont des maladies contagieuses, évidemment, on risque de répandre ces maladies sur le territoire. C'est un peu ça aussi l'idée de soigner les gens qui sont sur le territoire français, c'est d'avoir une situation sanitaire acceptable, où on n'a pas de maladies qui se répandent. C'est un peu ça l'idée aussi. Il y a une politique d'ensemble. À l'heure actuelle, notre politique d'immigration aggrave les problèmes de santé du tiers-monde. Je vais vous en donner un seul exemple, mais très précis. Quand Jean-Marie Le Pen a rencontré le président du Gabon, M. Bongo, celui-ci lui a dit, premièrement, je vous comprends très bien parce que moi, ma politique ici, c'est les Gabonais d'abord. Deuxièmement, M. Le Pen, si vous accédez... C'est pas tout à fait le même niveau de développement, ni le même niveau de démocratie. Mais c'est un pays riche. Entre le Gabon et la France. Sur la démocratie, en France, il y aurait beaucoup de choses à dire, balayons devant notre porte. Ouais, mais surtout... On ne peut pas comparer le Gabon et la France. Mais nous parlons de la sécurité sociale. Et il a dit aussi une chose qui est très importante, et qui est vraie, quoi que l'on pense par ailleurs de sa politique. Il a dit... À Le Pen, si vous avez un jour part au gouvernement de la France, eh bien faites en sorte que reviennent au Gabon les médecins gabonais qui ont été formés d'abord ici avec des bourses, ensuite avec l'aide que vous nous avez apportée, qui ont terminé leurs études en France et qui restent en France au lieu de revenir dans leur pays. Il n'y a plus de médecins gabonais au Gabon. En France, pardon, qu'il y en a au Gabon. Ouais, c'est quand même tout à fait anormal. Si les médecins gabonais ou d'autres retournent dans leur pays, comment tournent les hôpitaux en France? Mais qu'on manque de médecins en France. Mais pour les anesthésistes, par exemple. Je suis heureux que vous disiez ça, car vous touchez du doigt un des scandales les plus considérables de l'éducation nationale. On a
artificiellement organisé la raréfaction de l'accès aux études médicales. On a empêché des jeunes Français d'avoir accès aux facultés de médecine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a certaines spécialités. En obstétrique, par exemple, il y a plus assez de médecins. Anesthésistes, réanimateurs, il n'y a plus assez de médecins. Et on fait venir, on importe presque comme des esclavagistes des médecins qui viennent du tiers-monde, qui viennent de pays qui auraient les plus grands besoins, justement, que leurs nationaux formés restent chez eux. C'est une situation monstrueuse. Ce dont vous parlez, c'est le numerus clausus, mais le numerus clausus, vous voulez par ailleurs l'instaurer dans d'autres disciplines. Vous avez, alors là aussi je parle de mémoire, je crois que c'est en psycho ou en philo, et puis également dans les filières sportives. Donc vous dites pas de numerus clausus en médecine, mais numerus clausus dans d'autres disciplines. Il y a des disciplines où l'on recrute, si j'ose dire, où on laisse un certain nombre de jeunes gens s'engager dans des filières où l'on sait que les effectifs de première année sont 100 fois supérieurs aux débouchés. Alors nous disons effectivement qu'on se conduit d'une façon malhonnête à l'égard de ces jeunes, car s'ils peuvent s'engager dans ces voies, s'ils ont des professeurs, s'ils ont des travaux dirigés qui sont organisés, ils sont portés à croire que les débouchés existent à la sortie. Et ce que nous voulons, effectivement, c'est qu'on pratique une sélection autre que la sélection par l'échec à la fin des études. J'aimerais qu'on parle encore éducation nationale, s'il y a encore quelques questions à ce sujet rapidement. Il y a des questions, et environnement, on a quelques minutes pour ça. François. Juste, je note que sur la question du libéralisme national, populaire et social, vous avez répondu sur libéralisme, oui. Capitalisme en France, oui. Avez-vous dit. National, ça c'était l'idée du colbertisme des frontières. Sur le caractère populaire et social de ce... je vais vous donner un exemple très précis. Ce modèle économique. Nous sommes partisans, s'il existe ailleurs. Nous sommes partisans et s'il a existé dans l'histoire. L'actionnariat, mais il est tout à fait possible de l'instaurer. Comment se fait-il que pour les délocalisations, les privatisations, on n'ait pas saisi cette occasion pour distribuer, par exemple, les actions aux familles françaises? Actionnariat populaire. Comment se fait-il que l'État est induit en erreur? 850 000 petits épargnants qui sont aujourd'hui ruinés, ce sont ceux qui ont souscrit à Eurotunnel en particulier. Et ça continue. Bien régalés sur EDF et GDF. Et ça continue. Et sur la BNP, et ça continue parce que le plan de restructuration va achever de les spolier de leurs économies. Pourquoi on parle du logement social? Pourquoi est-ce que des gens qui sont locataires de leurs logements sociaux, qui acquittent leur loyer, on ne fait pas un petit Accession à la propriété. Un petit plus pour leur permettre d'accéder à la propriété? Alors certains candidats Sarkozy le propose et Ségolène Royal le propose aussi. Mais nous, depuis 20 ans, nous sommes la banque à idées, y compris de nos adversaires qui nous pompent parce que les idées politiques ne sont pas brevetées. Vous avez même tant mieux sur l'écologie avant Nicolas Hulot, c'est même ce que j'ai entendu dire de Jean-Marie Le Pen. C'est parfaitement exact. Un mot sur l'environnement, justement, avant qu'on passe au fonctionnement interne du parti. Est-ce que le programme présidentiel, le programme de gouvernement du Front National a une réponse, un projet sur la question du réchauffement climatique? Je ne vous cache pas, au risque de vous choquer, que je ne partage pas les conclusions du rapport du GIEC. Et que quand on étudie un peu la question, il n'est pas du tout certain que le réchauffement climatique soit dû à une activité humaine et en particulier à l'excès de CO2. Ce n'est pas du tout certain. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu dans l'histoire des réchauffements climatiques, et quel réchauffement climatique? Donc vous prendriez le risque, en fait. Le Sahara était un désert. Est un désert aujourd'hui, il était tout à fait verdoyant à la fin de la dernière glaciation. Autre problématique d'environnement. Attendez. Je suis favorable à un grand programme de reforestation, par exemple. Et on sait très bien, et y compris dans le fait d'aider les pays en voie de développement dans ce domaine, pour éviter aussi la progression des déserts. Bon, mais entendu qu'en France, on a un niveau de forestation qui est à peu près celui du Moyen-Âge, c'est-à-dire maximum. Le CO2 est devenu la tarte à la crème et l'alibi de l'inaction des gouvernements dans tous les autres domaines. Et le dernier exemple que j'ai eu en date, c'est hier où j'ai eu le privilège de déjeuner en face de Madame Merkel, la nouvelle chancelière allemande. Elle n'a que le CO2 à la bouche. Je ne suis pas du tout certain, et beaucoup de scientifiques sont très dubitatifs sur cette affaire. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez passé
signé la charte pour l'environnement de Nicolas Hulot? Oui, aussi parce qu'elle prévoyait des taxes et que nous sommes déjà que la France, les Français, les entreprises françaises sont écrasées de taxes. Donc voilà. On ne fait rien en attendant. Et puis il y a aussi une question de principe. Un candidat à la fonction suprême n'a pas à aller signer des chèques en blanc ou à un certain nombre de personnages. J'ai le plus grand respect. Attendez, j'ai le plus grand respect pour la fonction de journaliste. Nicolas Hulot est un journaliste, un animateur, c'est d'excellentes émissions que je regarde avec plaisir. Quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême n'a pas à se lier les mains, selon nous, en allant signer ceci ou cela. Et Jean-Marie Le Pen ne signera aucun engagement. Je vous ai dit, nous ferons un programme de reforestation, nous encourageons les agences de bassin et en particulier tous les travaux qui tiennent à la purification de l'eau, puisque l'eau est devenue une ressource rare, c'est une ressource aussi qui est extrêmement chère, et nous aiderons également les pays en voie de développement à éviter la progression du désert par des programmes de plantation d'herbes ou d'espèces végétales qui peuvent fixer les dunes, fixer la progression des sables, etc. C'est déjà pas mal. Une dernière question sur le programme pour l'élection présidentielle, messieurs. Oui, c'était sur l'éducation. Il y a un diagnostic qui est unanime, partagé d'ailleurs par le Front National. C'est sur la panne de l'ascenseur social. Aujourd'hui, quand on est pauvre, on a de fortes chances de le rester, et quand on est riche, on a plus de chances de le rester que de devenir pauvre. Ça veut dire que l'école ne remplit plus sa fonction de correction des inégalités. Il y a un problème, par exemple, de mixité sociale dans les établissements. Il y a des bahuts de riches et des bahuts de pauvres. Est-ce que la gestion de la carte scolaire, est-ce que le Front National envisage d'utiliser la carte scolaire comme un levier de la mixité sociale, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous interviendriez en cas d'élection? C'est à Madame Royal que votre question s'adresse en priorité, puisque c'est elle qui a remis en cause la carte scolaire. Non, aujourd'hui, elle est entre les mains des conseils généraux, je vous le rappelle. La carte, oui, socialiste. C'est bien. Non, la carte scolaire est quelque chose de contraignant. Nous sommes partisans de la liberté de choix des parents, mais nous considérons que l'État doit mettre le paquet sur tous les établissements, et en particulier, évidemment, sur ceux qui s'adressent aux plus défavorisés. Ceci étant... Paquet financier ? Il y a paquet financier, mais pas seulement financier, parce que aujourd'hui, les moyens de l'éducation nationale sont considérables. Et certains demandent qu'ils augmentent encore, alors que la démographie s'infléchit et qu'il y a de moins en moins d'enfants. Bon, il y a de moins en moins d'enfants, et on veut qu'il y ait de plus en plus de fonctionnaires. Dans les grandes classes, mais dans les maternelles, ça va bourrer très fortement. Ça n'est pas la panacée universelle. Moi, je crois qu'il faut rétablir les valeurs de discipline, de travail, de formation culturelle de base, c'est-à-dire qu'il faut apprendre le français, et il est évident que c'est difficile pour un enfant d'apprendre le français s'il se trouve dans une classe où il y a 80% de petits étrangers. Je ne voudrais pas paraître comme un obsédé de la question, mais chacun sait que c'est au cœur du problème. Mais c'est un tabou. Non, personne ne veut le dire. Voilà. 80% d'étrangers, c'est dans des zones extrêmement limitées. Voilà. C'est tout le problème, c'est qu'on a tous les étrangers d'un côté, tous les blancs de l'autre, tous les riches d'un côté, tous les pauvres de l'autre. 50%. J'ai dirigé une faculté où l'on enseigne 27 langues étrangères. On aurait dû dire 28, parce qu'il y a une 28e qui en pratique est le français. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui arrivent, qui sont titulaires du baccalauréat, mais je vous assure, qui ne sont pas capables... Ça, c'est du discours. Non, c'est pas... Même, on peut dire. Non, c'est la réalité, monsieur. J'ai conservé à l'autre copie que je peux... français enseigné à l'université que je peux vous montrer, mais c'est essentiel, car quand des étudiants arrivent et qui n'ont pas une maîtrise parfaite de leur langue maternelle, eh bien, ça ne sert à rien de faire des études d'interprète et de traducteur. On passe à la deuxième partie de l'émission et au fonctionnement du Front National. Comment ça marche en interne? Peu de gens le savent finalement, mais... ils ont compris, semble-t-il, une chose. Écoutez ce que les Clermontois répondent à la question « Qui voyez-vous succéder à la tête du Front National lorsque Jean-Marie Le Pen décidera de se retirer ?» Qui est-ce qui va succéder à Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National quand il sera trop vieux? Je pense que ce sera sa fille Marine Le Pen. C'est pas évident. Peut-être sa fille? Sa fille. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Et donc après, hop.
Ouais, j'en ai aucune idée, je suis désolé. Ben, moi, je souhaite que ce soit sa fille, puisque de toute façon, je suis militante féministe. Pourquoi pas sa fille maintenant, voilà. Peut-être sa fille, d'après ce que je vois à la télévision, ce que j'entends et je lis dans les journaux. Mais c'est pas une question existentielle pour moi. Sa fille. Pourquoi? Ça me paraît tout à fait normal, je trouve, non? Marine, elle est bien dans le truc, non? J'en ai aucune idée non plus, je sais pas. Bah, sa fille, pour moi. Pourquoi? Oh, bah, c'est une histoire de famille. Et jamais une seule personne n'a répondu, Bruno Gollnisch, ni Éric Foreau d'ailleurs. Hein. Votre commentaire, Bruno Gollnisch? Sa fille. Ma foi, les commentaires sont tout à fait libres. Il y a au moins une personne qui a parlé de Bruno Gollnisch, c'est Jean-Marie Le Pen, 40 ou 50 fois à vos confrères, alors que je ne l'avais absolument pas sollicité. Mais le problème ne se pose pas aujourd'hui. Nous sommes engagés dans une bataille... Si toutefois il n'est pas élu président, il passe la main ou pas, à votre avis? Je vous le lui demanderai. Mais nous ne sommes pas en train d'organiser sa retraite, ni d'organiser son retrait de la vie politique. Nous sommes à un moment donné que vous étiez bien placé. Allez, nous sommes en train d'essayer d'organiser son élection à la magistrature suprême de notre pays. C'est donc une toute autre affaire. Ceci étant, quand Jean-Marie Le Pen se retirera de la vie politique, il y aura un congrès, sera candidat qui veut. Marine peut tout à fait, bien sûr, être candidate. Moi-même, je pourrais être candidat, ou d'autres. Et puis, nos adhérents trancheront. Ça sera, je suis sûr, extrêmement intéressant. Le Front National, comment ça marche? Enrique Vieira-Campos, France Bleu Pays d'Auvergne. On va essayer d'éviter la langue de bois, monsieur Gollnisch. Vous n'aimez pas ça. Donc, je vais vous reposer cette question. Oui. Est-ce que, malgré tout, les choses ne sont pas faites de telle façon qu'on perçoit bien que Marine Le Pen est une figure, sinon la figure montante du Front National, que la force de l'âge étant ce qu'elle est, on se dirige vers le ou les tout derniers combats de Jean-Marie Le Pen. Alors, est-ce que le parti n'est pas en train de changer ? Et est-ce que le nouveau visage du parti ne sera pas celui de Marine Le Pen? Peut-être bien, oui. Il y aura un congrès, comme je viens de vous le dire, après le retrait de Jean-Marie Le Pen, qui sait très bien qu'il n'est pas éternel, pas plus que vous ou moi. Bon, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le congrès qui tranchera. Et il peut très bien trancher en faveur de Marine, nous verrons. La préparation, la succession est en cours de préparation? Non. Vous êtes numéro 2 aujourd'hui, vous, du FN. On le dit. C'est qui? C'est le délégué général que vous êtes ou c'est la vice-présidente qui est numéro 2 aujourd'hui, autrement dit Marine Le Pen? On ne sait plus trop. Ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de protocole chez nous. Oui, il y aura un congrès, que voulez-vous que je vous dise d'autre? On verra qui sera candidat à ce moment-là, et puis que le meilleur gagne. Est-ce que les choses sont... Ce sont des responsabilités écrasantes, vous savez. Je crois qu'elles doivent être approchées avec beaucoup de modestie, en tout cas. On voit bien, en tout cas, que Marine Le Pen prend de l'ampleur dans cette, certainement. Cette campagne. Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une question d'image travaillée? Mais je crois qu'elle a une très bonne image. Je crois qu'elle se débrouille très bien à la radio, à la télévision. Ça, c'est absolument indiscutable et je m'en réjouis. Très sincèrement, je trouve que Jean-Marie n'est pas mal non plus, d'ailleurs. Bon, il appartient à vos confrères de voir s'ils veulent inviter d'autres personnalités du Front National. Personne ne s'y refuserait. Et moi, je ne m'y refuserai pas. C'est vrai que j'étais il y a 3 jours en Alsace. On m'a dit, mais est-ce que vous êtes bien engagé dans cette campagne? Je dis, mais comment pouvez-vous en douter matin, midi et soir? On m'a dit, mais on vous voit pas. Oui, mais c'est parce que vous ne passez pas à la radio et à la télévision. Vous venez d'infliger d'ailleurs un démenti par votre invitation, dont je vous remercie. J'ai répondu à vos collègues qu'il ne tenait qu'à eux de m'inviter, et à ce moment-là, je passerai à la radio et à la télévision. Alors, on va faire un peu de politique fiction. Est-ce qu'il est bon pour l'image d'un parti que le pouvoir passe des mains du père à celle de la fille? Non, mais ça ne passerait... Si ça passe entre les mains de Marine Le Pen... Est-ce que c'est démocratique? Est-ce que le Front National est une monarchie? Attendez, si cela... Oui, ça s'appelle du népotisme. Si vous faites les questions et les réponses... Non, disons qu'on pose la question de façon un petit peu plus mesurée pour obtenir des éléments de réflexion pour vous-même et pour les téléspectateurs. Non, mais c'est le contraire de ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas... Le fait que Marine soit la fille de son père ne saurait
quand même l'empêcher éventuellement, si elle désire être candidate, l'empêcher d'être candidate. Ce serait parfaitement injuste à ce moment-là. Ce serait au contraire la pénaliser parce qu'elle est la fille de son père. En revanche, si elle succède à Jean-Marie Le Pen un jour, ça ne sera certainement pas parce qu'il lui a transmis le flambeau comme ça ou lui en a fait cadeau. Je vous dis encore une fois, il y aura un congrès. S'il y avait un congrès demain, je serais candidat. Peut-être serait-elle candidate aussi, et à ce moment-là, peut-être y en aurait-il d'autres. Et à ce moment-là, on verra très bien qui l'emporte, et ce sera une compétition loyale. Ce sera une compétition loyale, j'en suis sûr. Et en ce qui me concerne, je m'inclinerai devant le résultat, quel qu'il soit. Le prochain congrès, c'est dans quelques semaines, là. Je ne sais pas. Non. Encore une fois, je ne veux pas me répéter parce que ça va être lassant pour vous. Nous ne préparons pas en ce moment la succession de Jean-Marie Le Pen, nous préparons son accession à la magistrature suprême. Il n'y a pas de congrès dans quelques semaines? Ce n'est pas pour le moment dans l'ordre de nos préoccupations. Ok, on en vient à la troisième partie de l'émission. On évoque maintenant ce qui vous différencie, vous, Front National, des autres partis de droite. On retourne donc dans les rues de Clermont pour commencer avec cette question d'un Clermontois anonyme qu'on commence à connaître un petit peu, qui est une question qui concerne les retrouvailles surprises, dirons-nous, entre le Front National et le MNR, le mouvement national républicain de Bruno Maigret. Bonjour Monsieur Gollnisch, bonjour Monsieur Foreau, je m'appelle Lionel G, je travaille dans une radio à Clermont, je tiens à garder l'anonymat. Je voulais savoir pourquoi, après avoir fait la guerre avec le MNR, vous aviez finalement accepté le soutien du parti de Monsieur Maigret. Est-ce que ce n'est pas finalement en toile de fond pour récupérer les quelques parrainages qu'il vous propose ? C'est un Clermontois fanatique de Médiascope. Il ne quitte pas les équipes de télévision et de radio. Il veut toujours poser une petite question. Mais à l'abri de l'anonymat. Ah oui, oui. Mais s'il y a dans votre question, une référence au fait que de temps en temps, Monsieur Foreau vous téléphonez, Monsieur Foreau téléphonait parce que n'étant pas invité jusqu'à maintenant, mais tout ça a changé. Je m'en réjouis beaucoup. N'étant pas invité en tant que représentant politique, il essayait de se faire entendre comme auditeur ou comme citoyen. Allez, plus sérieusement, des retrouvailles sincères ou intéressées avec le MNR, en termes de parrainage, par exemple? Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Bruno Maigret. Bruno Maigret a une attitude que j'ai combattue. Il a tenté de prendre le Front National d'une façon qui n'était pas conforme à nos règles et à nos statuts. Je crois que cette opération a été détestable. Je ne pense pas non plus utile de gratter les plaies. Et il a dû se rendre compte qu'elle avait échoué. Et il se dit aujourd'hui prêt à soutenir la candidature de Jean-Marie Le Pen. Compte tenu quand même de la gravité des problèmes de la France, compte tenu du fait que aussi nous souhaitons évidemment rassembler tout notre camp et rassembler tous les gens qui pensent comme nous. Même si, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi pour les signatures? Il faut le dire à ce moment-là. Mais non, mais pas seulement pour les signatures, pour les électeurs. S'il en a encore... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, je crois qu'il en... Mais on ne sait pas. Okay. On ne sait pas. Écoutez, ceux qu'il a eu, les 2% qu'il a eu la dernière fois, ont sans doute empêché Jean-Marie Le Pen d'être, non pas seulement en finale, mais d'être devant, mais d'être premier au premier tour. Allez, alors, compte tenu de la gravité des enjeux, je ne vois pas pourquoi nous irions rejeter Bruno Maigret. En tout cas, Jean-Marie Le Pen a préféré passer sur les querelles, même très graves. Qui date de 98. Même très graves, qui date de 98. Je n'ai aucune raison d'être plus royaliste que le roi. Allez, quelle place pour au Front National entre tous les partis de droite en France? C'est Cédric Gourin pour le quotidien La Montagne. Une question peut-être quand même sur le MNR. Qu'est-ce que vous avez certes à gagner à réintégrer aujourd'hui le MNR, enfin les félons d'hier, et est-ce qu'on ne peut pas y voir de la politique spectacle, une certaine forme de politique spectacle, ces retrouvailles sur le parvis entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret avec les épouses? On ne réintègre pas Bruno Maigret au Front National. Il reste à la tête de son mouvement politique, le MNR, qui est un petit mouvement politique, je le dis sans vouloir être injurieux. Il fait campagne avec cet appareil, nous faisons campagne avec le nôtre, nous ne le réintégrons pas. Il soutient la candidature de Jean-Marie Le Pen à la présidence de la République. Voilà. Vous avez des gens comme Jean-Pierre Chevènement, mais lui il a réintégré, semble-t-il, l'appareil du Parti Socialiste, encore que je n'en suis pas si sûr, ou Madame Taubira qui soutiennent la candidature
de Ségolène Royal, présentée par le Parti socialiste, alors qu'autrefois, ils ont torpillé la candidature du candidat socialiste. Ils sont revenus à davantage de raisons. Je ne vois pas pourquoi nous aurions repoussé du pied cet appui que veut nous apporter, un peu tard, c'est vrai, Bruno Maigret. Alors, vous êtes allié avec le MNR dans le cadre de ce que vous appelez une union patriotique. On trouve qui dans cette union patriotique aujourd'hui, à part vous deux? Mais ça ne s'adresse pas... je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de gens. Je pense que si M. de Villiers, par exemple, était vraiment conscient, autant qu'il le dit, des enjeux nationaux, compte tenu aussi du fait que sa candidature ne décolle pas, il s'honorerait en appuyant celle de Jean-Marie Le Pen. Il s'honorerait, ça serait... Non, mais je le dis, je ne veux pas faire la manche, je le dis comme ça. Philosophiquement... Mais c'est pas seulement, excusez-moi, c'est pas seulement ce concept d'union patriotique, ça s'adresse pas seulement aux partis, ça s'adresse avant tout aux citoyens, ça s'adresse aux gens, ça s'adresse aux journaux, ça s'adresse aux petits bulletins, ça s'adresse aux associations, ça s'adresse... Mais quand Marine Le Pen tend la main à Philippe de Villiers, c'est avant tout pour quand même attirer vers vous l'ensemble des militants du mouvement pour la France. Ce n'est pas seulement que les citoyens que vous visez, c'est aussi un parti. Les citoyens, les militants, les sensibilités, oui. Il y a très clairement, à l'heure actuelle, vous avez un socialisme qui n'a apporté aucun progrès social. Vous avez une mouvance, je ne sais pas trop comment l'appeler, libérale, conservatrice, qui n'a absolument rien libéré du carcan qui pèse sur les Français. Et puis vous avez un courant national, je dirais alternational, qui est en réalité novateur, mais qui pense que la nation n'est pas un cadre dépassé. Nous souhaitons attirer à nous, évidemment, sous une forme ou sous une autre, sous une forme d'entente, d'accord, d'alliance ou d'intégration dans nos rangs, tous ceux qui, peu ou prou, partagent cette conviction. Alors, comment se fait-il, comment comprendre que les souverainistes, aujourd'hui, ne soient pas sur la même ligne que Jean-Marie Le Pen? Aucun des souverainistes, visiblement, sur la place, ne veut intégrer la campagne de Jean-Marie Le Pen. Ils ont tort. Localement, M. Foreau, on ne vous entend pas beaucoup, il va falloir vous manifester, parce que l'émission tourne localement avec, comment s'appelle-t-il, monsieur... Il y a un représentant local, je viens de manger son nom. Du MNR? Oui. C'était M. Jaffresse, mais il est passé chez Jaffresse. Vous tenteriez un rapprochement aussi, éventuellement? Tenter un rapprochement avec Claude Jaffresse, c'est, à mon avis, peine perdue, puisque Claude Jaffresse faisait partie du Front National avant de rejoindre le MNR et a quitté le MNR justement parce que se profilait à l'horizon cette idée d'union patriotique. Et Claude Jaffresse a préféré partir plutôt que d'être soupçonné de revenir dans le giron du Front National. Avec le représentant local du MPF. C'est lui, c'est Claude Jaffresse. C'est Claude Jaffresse. Est-ce que ça justifie pas... Il est passé de l'un à l'autre. Ce sont des phénomènes, vous me le concéderez, ce sont des phénomènes marginaux quand même. Mais est-ce que ça justifie pas tout de même ces difficultés qu'a le Front National à rassembler derrière lui? Non, parce que là vous parlez en termes d'appareils, il faut bien quand même dire une chose, ce sont des appareils assez marginaux. Je ne sais pas combien aurait fait Bruno Maigret s'il avait maintenu sa candidature, à supposer qu'il ait pu la présenter. Bon, quant à Philippe de Villiers, dans les sondages. C'est bien que les sondages souvent ne se vérifient pas, mais enfin, aux deux derniers que j'ai lus, qui n'étaient pas un sondage du Front National, il était à 1%. Bon. Ce sont des phénomènes marginaux. Ce qui importe, ce sont les citoyens, ce sont les électeurs. Monsieur Constantin, vous voulez prendre juste la parole après Enrique Villera-Campos. Juste sur le mot que vous avez employé tout à l'heure, qui est celui d'innovation, j'avoue n'avoir rien lu dans ce que vous proposiez et dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le programme économique. Il n'y a strictement aucune innovation. Ce sont des choses. Le capitalisme n'est pas un phénomène nouveau, le colbertisme n'est pas un phénomène nouveau, le recours aux droits de droit n'est pas un phénomène nouveau, l'utilisation de la monnaie comme levier du développement économique n'est pas nouveau. En matière d'écologie, vous n'avez rien donné de nouveau. Où sont les nouveautés? Mais monsieur, ce sont peut-être effectivement des idées qui sont puisées dans un bon sens immémorial, mais ce sont des idées qui ne sont pas utilisées dans la politique française depuis 40 ans. Voilà. En tout cas, elles sont nouvelles pour la génération actuelle. Ça, c'est sûr. Même si elles puisent dans un fond de sagesse, je vous l'accorde. Enrique Villera-Campos. Depuis 2002, Jean-Marie Le Pen est devenu présidentiable. C'est l'expression que vous employez, elle est en finale, c'est-à-dire qu'il est au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui, les deux fois avant, excusez-moi de vous interrompre, les deux fois précédentes, il était en troisième position, ce qui n'est quand même pas rien, ce qui le positionne comme un des hommes politiques les plus importants de France. Ma question, est-ce que depuis 2002, le Front National est devenu un parti de droite comme les autres? Ni plus, ni moins. Non, je ne crois pas que ce soit un parti de droite comme les autres.
si ces partis de droite sont des partis d'un certain conservatisme social, c'est pas le cas. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous attirons à nous des gens de gauche, et même d'une gauche très radicale, pendant le dernier en date étant d'ailleurs l'essayiste Alain Soral. Bon. Non, nous ne sommes pas un parti de droite comme les autres. Nous sommes un parti, je crois, populaire, bien que nous ayons toutes les classes sociales représentées chez nous. Le Parti communiste aussi, c'est un parti populaire. Oui, mais il n'en reste plus grand-chose. Les troupes sont parties chez nous. Je ne sais pas combien va faire Madame Buffet cette fois-ci, parce que ceux qui ont fait confiance dans le Parti communiste parce qu'ils étaient abandonnés par l'égoïsme d'une certaine bourgeoisie et d'une certaine classe dirigeante, ne sont pas plus idiots que d'autres et se sont bien rendus compte que les solutions collectivistes ne leur apportaient aucune espèce de progrès. Les solutions collectivistes qui étaient celles du Parti communiste. Je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que les idées ou certains mots qui faisaient votre force et votre singularité il y a encore une dizaine d'années n'ont pas tendance à se diffuser dans le reste de la droite? Mais pas seulement dans le reste de la droite. Moi, je vois des choses absolument sidérantes. J'ai entendu, par exemple, l'autre jour, le discours de Madame Royal. Bon, une gauche qui était antimilitariste, qui encore aujourd'hui nous dit que c'est abominable que l'armée française torturait en Algérie, etc. On n'a pas vu les massacres abominables que pratiquait le FLN. Fermons la parenthèse. Qui disait qu'il fallait que quand nous parlions d'un problème de sécurité, c'était des fantasmes. Moi, j'entendais ça, vos fantasmes sécuritaires, vous agitez les peurs, tout ça n'existe pas, vous mentez, il n'y a pas de problème de sécurité en France. Mais aujourd'hui, Madame Royal nous dit qu'il faut faire encadrer les jeunes délinquants par des militaires. Mais on croit rêver, surtout que, excusez-moi, c'est une initiative qui existe depuis 20 ans, j'ai servi dans la marine. Bon, j'ai fait mon service militaire un peu prolongé dans la marine. Il y avait un amiral qui s'appelait Amiral Braque de la Perrière. Quand il a pris sa retraite avec des sous-officiers, des officiers, de façon parfaitement bénévole et généreuse, il a fondé une association qui s'appelle JET, justement pour encadrer en plein air des jeunes qui étaient mieux là qu'en prison et que lui remettaient les magistrats, les éducateurs, etc. Eh bien, la gauche a vilipendé cette expérience. Et aujourd'hui, la gauche nous dit qu'il faut encadrer les jeunes Quand Sarkozy dit délinquants. aimer la France ou quitter là, ça vous va? C'est du Le Pen, ça? C'est du copier-coller, même, comme on dit. Parfait. C'est du copier-coller. Mais les idées politiques ne sont pas brevetées. Nous ne pouvons donc pas lui faire un procès en plagiat. Le problème, c'est qu'il n'est pas crédible, Sarkozy. Parce qu'il dit une chose et il fait le contraire. Je vais vous donner un exemple. Un seul. Quand il y a eu je vais être rapide. Quand il y a eu les émeutes dans les banlieues, il a dit les incendiaires étrangers qu'on prendra, on va les renvoyer chez eux. Bon, il n'en a pas renvoyé un. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un ministre de l'Intérieur, 1 an plus tôt, qui avait fait voter une loi empêchant l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers. Et ce ministre de l'Intérieur, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Une dernière question avant d'en venir au local et à l'Auvergne, puisque l'heure tourne. Cédric Gourin, une dernière question sur les droites. Le soutien du polémiste Alain Soral tout à l'heure, qui a déclaré il y a quelques jours que seuls les nationalistes peuvent être efficaces. Est-ce que vous pensez qu'avec de tels soutiens, vous pouvez remporter l'élection présidentielle? Oui, je pense qu'il n'y a d'efficacité que dans un cadre national aujourd'hui. On le voit bien. Quels sont les pays qui sont efficaces? C'est le Japon, c'est l'Inde, c'est la Chine. L'Union européenne à l'heure actuelle est une addition de faiblesses. Et je pense que la France a des atouts considérables encore. Elle a un domaine maritime qui est le 3e du monde, grâce notamment à nos compatriotes des Dom-Tom et à ce que nous avons conservé du travail de nos pionniers, de nos marins, de nos découvreurs. Elle a des ingénieurs qui sont capables de faire le train le plus rapide du monde, qui va à 500 à l'heure. Elle a beaucoup de ressources, la France. Mais si elle ferme les frontières, elle te le vendra nulle part. Mais nous ne voulons pas fermer les frontières. Nous voulons établir la réciprocité. Voilà. Okay, nous ne voulons pas que... On voudrait parler du local, il nous reste 4 minutes, on termine cette nous émission nous ne voulons pas que des gens qui pratiquent l'esclavage chez eux viennent ruiner nos entreprises. C'est bien compris, vous l'aviez déjà dit tout à l'heure. Donc quels objectifs pour le Front National en Auvergne? Éric Foreau, secrétaire départemental du Front sur le Puy-de-Dôme, vous avez déjà signifié que vous brigueriez la mairie en 2008. Oui, tout à fait. C'est l'objet de la dernière question de ce Clermontois, c'est Michel.
Oui, eh bien bonjour, je m'appelle Michel, j'habite Clermont et je suis né à Clermont, je suis un vieux Clermontois maintenant. Qu'est-ce que vous penseriez apporter par votre présence au conseil municipal de nouveau, de créateur ou de modifiant au niveau du conseil municipal de la ville? On se projette en 2008, vous êtes au conseil municipal dans une majorité quelconque, vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, on se projette en 2008, d'accord. Je tiens cependant à préciser auparavant que ma fonction de secrétaire départemental m'oblige à avoir à plus court terme et que ma préoccupation dans l'immédiat, c'est d'abord de trouver les signatures nécessaires à Jean-Marie Le Pen pour être candidat, ensuite de finaliser la préparation de notre élection législative dont les candidats sont déjà trouvés, et effectivement nous pensons à cette municipale de 2008 pour laquelle je conduirai la liste du Front National. Alors je voudrais pas lever le voile un peu trop à l'avance sur ce qui n'est encore qu'un avant-projet, mais je crois que ce qui va diriger notre action et nos volontés à ce sujet-là, c'est une forme de rajeunissement de l'image de Clermont-Ferrand. Parce que, étant moi-même, certains de mes militants clermontois à l'écoute également, hein, des gens, bien souvent, ce que l'on entend, c'est que Clermont est une ville triste, est une ville vieille. Les jeunes, il est important, je crois, de trouver des solutions afin qu'ils aient envie de rester ici, et non pas de s'expatrier, comme c'est le cas de beaucoup, et également trouver des solutions pour les faire venir sur Clermont-Ferrand. J'ai fait tout récemment la connaissance d'un couple de jeunes gens qui viennent de l'Est de la France et qui viennent de s'installer sur Clermont-Ferrand pour travailler dans une entreprise qui est Michelin, et qui me faisait remarquer qu'ils avaient de l'extérieur de Clermont-Ferrand une image qui était assez négative. Mais qu'est-ce que vous proposez alors ? Parce que déjà, je crois qu'il faut lancer quelque chose qui s'apparente à un travail de communication, de façon à ce que cette ville cesse d'être déconsidérée sur le plan national. Je crois que là, il y a beaucoup à faire pour améliorer l'image. La dernière minute avant le générique, Enrique. Ouais, les élections locales, c'est quand même pas le fort du Front National. C'est fait d'armes, c'est la présidentielle, ça a été les législatives. Alors, est-ce que le parti ne reste pas, je vous pose la question à tous les deux, répondez vite s'il vous plaît. C'est Eric Fourreau qui va répondre. Répondez vite s'il vous plaît. Est-ce que le parti ne reste pas un parti de contestation nationale pour le coup ? Moi, je crois que sur le plan régional, le Front National a beaucoup à dire. Je vais préciser ma question parce que on vous connaît peu. Il n'y a pas vraiment de structure. C'est pas un parti très bien organisé dans une région qui est quand même relativement de gauche. Il n'y a pas d'infrastructure pour gagner. Alors c'est un parti c'est un parti qui est organisé, peu connu. Eh bien, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, mais il y aurait possibilité, si les médias locaux étaient les médias sont là, vous le savez bien, c'est pas la question. Il y aurait possibilité d'être entendu davantage, mais nous allons présenter bientôt notre équipe pour l'élection législative, et nous avons une équipe qui sera peut-être parmi les plus jeunes de France, puisque la moyenne sera de 36 ans. Donc je crois que cela témoigne d'une certaine dynamique. Eh ben, on prend date, vous viendrez faire ça sur France Bleu. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir et à visage découvert. C'est la fin de ce nouveau numéro de Mediascope. Merci à vous tous. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci aux journalistes qui vous ont interrogé. Cédric Gourin pour le quotidien La Montagne. Et bientôt Cédric. À bientôt. François Constantin pour Clermont Première. À bientôt François. À bientôt. Enrique Villaracampos, rédacteur en chef de France Bleu Pays d'Auvergne. Merci Enrique. Au revoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Mediastop, on le rappelle, c'est tous les vendredis dans votre quotidien régional La Montagne, sur votre télévision locale Clermont Première et sur France Bleu Pays d'Auvergne. La semaine prochaine, ce sera Michel Fanget, président de la Fédération Auvergne et Puy-de-Dôme de l'UDF, qui sera notre invité. Salut à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.